Là, c'est bon. Bonjour. On va commencer. Et alors, on va prendre un troisième, on va mettre Jeanne. Ah, d'accord. Oui, je vous laisse. Attends, on commence à discuter, je l'appellerai. Allez, d'accord. En cours de discussion, si ça Allez, là. y va. Alors, on va commencer notre rencontre, discussion. Il reste des places assises où, en fait? Il reste une chaise devant. Et sur un banc, voilà. Il a un petit tabouret. Beaucoup de questions. Alors, on attaque donc cette rencontre. Bon, pour ceux qui nous connaissent, vous connaissez un peu le dispositif. On invite régulièrement. Alors, on est une boutique de DVD, de livres, de vinyles. On est également éditeur DVD. Et régulièrement, une fois par semaine, on fait venir des réalisateurs, des critiques, des comédiens pour venir parler de leurs films. On profite de la sortie DVD de films pour avoir un moment de discussion qui dure en général 45 minutes, et puis après, il y a vos questions aussi, donc c'est interactif. Et au bout d'une heure, on se rassemble à la table principale où Thierry pourra dédicacer le DVD. Voilà, c'est ça. Voilà. DVD qu'on a en avant-première, donc DVD et Blu-ray, de Enquête sur un scandale d'État, qui sort chez Pyramide Distribution. Alors, superbe édition. Il n'y a rien dedans. C'est comme la feuille blanche de Giscard. Voilà. Superbe édition dans laquelle il y a un livret magnifique et surtout. Non, mais il est là. Et surtout le DVD du film et un DVD de bonus avec des scènes coupées. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a un super travail éditorial qui a été fait. Non, je fais un petit rappel bio quand même, te dire, Thierry, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que je me dis toujours qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Il y a que les membres de l'équipe. Non, mais il y a beaucoup de membres de l'équipe. Jeanne Altekman qui est là. Alors tu vas prendre un micro parce que Jeanne. Jeanne, juste là. Qui a écrit le scénario avec moi. Et voilà, Barbara Canal, Yann Joël Collin, Dorothée Sebag, Paolo Mattei. Il y a beaucoup de gens de l'équipe. Paolo Mattei, il doit y avoir Emmanuel Fonsten, qui va pas tarder à arriver, qui est le journaliste de Libéré, qui a inspiré le personnage que joue Pio Marmagne. Et puis d'autres qui vont arriver, voilà. D'accord, on va parler du film assez rapidement, mais avant, j'aime bien toujours faire le lien avec la boutique. Alors, je tiens à dire quand même que tu es né à Ajaccio, c'est pas rien, que tu es corse. Quand on connaît un peu ta filmographie, on sait que c'est quand même quelque chose d'important, et c'est un territoire que tu as quand même exploré, filmé. Si je dis des bêtises... Non, pardon, non, mais je ne disais rien. Voilà. De dire que tu as que tu es metteur en scène de théâtre, que tu as mis en scène Coltès, Shakespeare récemment, une pièce de Fassbinder, Les larmes amères de Petra von Kant, en 2015, je dis récemment, oui, 2015. Que tu es comédien aussi, qu'on te croise, et puis que tu viens de me dire que tu joues dans le dernier film de Philippe Garrel, mais qu'on t'a croisé chez Chéreau, Orso Mirette, Bonello, je me trompe. Dorothée Sebag, voilà, qui est là. Sur un court-métrage. Voilà, donc. Qui est au festival de Pantin. D'accord, ah oui, festival Côté Court, voilà, Pantin. Donc, metteur en scène, moi tu joues sur scène, tu es comédien donc et réalisateur. Et donc le film dont on va parler est ton troisième long métrage, qui vient après Les Apaches et Une vie violente,
tu étais venu ici en 2018 Ouais. en parler. Et tout, Les Apaches, on avait fait ça. Non, aussi. les Apaches j'ai aussi. des photos, mais c'était l'hiver avec des manteaux et tout. D'accord. Avec des manteaux. L'été, donc les DVD sortent l'hiver. Incroyable. Ouais. Les Apaches, c'est sûr. Ouais, je suis certain, on était vraiment devant, parce qu'on avait fait la rencontre vraiment. Ah oui, presque dehors. Presque, ouais, on avait. C'est peut-être voilà, que il y avait cette les partie-là de Français. la boutique n'était pas encore. Oui, c'était pas ouvert encore. Ouais, voilà. Donc voilà. Donc, c'était. Voilà. Thierry est un habitué de nos murs. Et je pose toujours une première question rituelle en demandant à l'invité son premier souvenir de film, d'image de cinéma. Mais je vais opter pour une petite variante. Et parce que je sais qu'un cinéaste taïwanais qui s'appelle Wu Shaoxian, un grand maître du cinéma, quelqu'un qui compte beaucoup pour toi, et j'aimerais plutôt savoir comment tu as découvert le cinéma d'Wu Shaoxian, les premiers films, et que tu puisses nous en parler un petit peu. Alors oui, c'est des films vraiment très importants pour moi et que j'ai regardé quand j'ai commencé à vouloir faire des films assez tard, après avoir fait de la mise en scène de théâtre. Je les ai regardés, c'est les premiers films que j'ai vus où je me suis dit « Ah, mais on peut faire des choses comme ça ». En même temps, ça paraissait inaccessible, hein, parce que c'est des films de grands maîtres, vraiment. Et en même temps, j'avais l'impression qu'il y avait une possible porte d'entrée pour moi, parce qu'il parlait de Taïwan, et que j'avais l'impression, peut-être c'est bizarre, hein, mais qu'il parlait de Taïwan comme j'aurais rêvé de parler de la Corse. Et d'ailleurs, j'avais vu une interview de Kiarostami qui disait non, de Souleymane, non, pas Kiarostami, mais d'Elias Souleymane, qui disait si vous avez envie de comprendre le peuple palestinien, il faut voir les films de Shaoxian. Ouais. C'est pas si fou comme idée. Donc c'est quelqu'un, pour dire quelques mots sur ce cinéaste, le maître de marionnettes, Un temps pour vivre, un temps pour mourir, plus récemment Goodbye South Goodbye, ouais. Millennium Mambo, The Assassin, le dernier avec Chouki. Ouais. Mais ces premiers parlent beaucoup de son île, de son enfance. Ouais. Il y a toute une partie de ces films qui sont vraiment liés à l'histoire de Taïwan. Et après, il y a des films qui sont vraiment liés aussi à son enfance, à sa jeunesse. Je pense au Garçon de Fan Kuei, Un temps pour vivre, un temps pour mourir, où il raconte, c'est presque les 400 coups, il y a un côté 400 coups taïwanais. Parce que c'était un garçon, c'était un bagarreur de rue, ouais, exactement. Il a une adolescence un peu tumultueuse, et voilà, il met ça en scène. Mais moi, j'ai découvert à l'occasion des sorties en salle. Quand je les ai découverts, c'était la sortie à la fois de Millennium Mambo et puis peu de temps après de Three Times. Et j'avais lu surtout parce qu'un des grands importateurs des films pas simplement d'Abu Shaoxian mais de toute la nouvelle vague taïwanaise en France, c'est Olivier Assayas. Et j'avais lu beaucoup de... Oui, qui avait fait un cinéaste... il a fait un cinéaste de notre temps sur Shaoxian. Et il a écrit très tôt dans les cahiers du cinéma sur le cinéma taïwanais, tout ça, et voilà, j'aimais énormément ça m'intriguait beaucoup, les textes pas simplement d'Olivier Assayas, mais aussi Jean-Michel Frodon qui avait écrit sur ces films-là. Et voilà, et c'est des films qui sont, j'imagine que certains d'entre vous en ont vu certains, mais qui sont vraiment éblouissants Oui, mais qui pour le coup, qui formellement ont des partis pris. C'est pour ça que j'en parle. On en parle en introduction, parce que dans ton film, on retrouve un rapport, par exemple, au plan séquence, quand même, des partis pris formels comme ça, sur des durées de plan, sur ce qui peut se passer dans un plan et une bagarre qui peut éclater au bout d'un moment complètement inattendu pour le spectateur. Quelque chose que, voilà, il y a quand même des partis pris formels qui sont assez forts. Comment toi ça t'a influencé ou comment ça t'a plu peut-être tout de suite Oui, c'est toujours des sensations devant des films dont on a tous fait l'expérience. Et certains films, on regarde des films, on se dit mais comment c'est possible, comment c'est de la fiction, comment c'est possible un tel rapport au temps présent, une telle vie dans les plans, un rapport à la vérité du jeu, mais comment c'est possible? Alors il faut revoir de nombreuses fois les films pour peut-être commencer à imaginer des choses et poser plein de questions. Moi j'avais posé beaucoup de questions à des gens qui l'avaient approché pour savoir comment il travaillait. Et voilà, aussi ça me plaisait beaucoup, c'est des méthodes de travail aussi il tourne beaucoup dans les endroits qu'il connaît très bien,
avec des gens qui sont ses amis, pas forcément, ils sont pas tous les gens avec qui il tourne ne sont pas forcément tous acteurs ou actrices. Voilà, il passe beaucoup de temps dans les lieux, il vit dans les lieux qu'il filme. Je parle surtout des films contemporains, parce que les films, évidemment, Les Fleurs de Shanghai, non, mais les films contemporains, et de ce qui m'était, de ce que j'avais comme rumeur comme ça de ces méthodes de travail, ça me faisait moi rêver. Je me disais, si un jour j'arrive à faire un film, j'aimerais bien tenter de m'y prendre un peu comme ça. Ça me plairait. L'idée de travailler avec, voilà, à la fois on trouve et de cette façon-là. Et aussi, à force de les voir, certains films, parce que je ne comprenais pas par où ça passait, je me suis aperçu des appuis dramaturgiques qui étaient ailleurs. C'est souvent le cinéma taïwanais, il y a ça. Les films sont à la fois très, très écrits, très construits, mais avec des appuis narratifs qui se situent différemment, ailleurs ou différemment que dans les narrations classiques. Par exemple, dans Goodbye Sauce Goodbye, qui est là-bas, en le regardant, je me suis dit, mais en fait, c'est un remake de Mean Streets, exactement. Avec un groupe comme ça qui traîne et avec un des personnages qui est un peu le boulet de l'autre, quoi, qui fait que des bêtises et qui fait que l'autre se retrouve dans des histoires vraiment desquelles il n'arrive plus à se sortir. Je me suis dit, ah, mais ça c'est mais j'ai mis je sais pas, un nombre de visions incalculable pour me rendre compte de ça. Et à partir du moment où je me suis rendu compte de ça, j'ai vu voilà, où est-ce que dans les plans, parce que le plan séquence fait que le plan séquence, souvent un peu à distance chez Ocean, ne nous indique pas ce qu'il faut regarder. On ne dit pas, attention, là il est en train de se passer quelque chose qui va avoir une importance déterminante pour la suite du récit. Non, il laisse à la fois les personnages, les acteurs, donc les personnages, et le spectateur super indépendant de prendre ce qu'il a envie de prendre et de laisser le reste. Mais si on a envie de s'accrocher à l'histoire, à l'intrigue, on peut aussi. Et ça, c'était une grande découverte, mais que j'aurais pas pu faire à la première vision du film, parce qu'à la première vision du film, c'était vraiment, je trouvais la construction, je la sentais, mais elle était totalement, je la trouvais très mystérieuse. J'ai un souvenir d'une scène de bagarre, mais qui part dans la quasi-obscurité quand ils sont dans l'intérieur, et à un moment ça monte, mais on ne comprend pas ce qui se passe, et en fait on est complètement déstabilisé au niveau, parce qu'on ne l'a pas vu monter déjà, et puis on la voit à peine, c'est-à-dire qu'on voit des bouts ou des silhouettes, mais on sent l'énergie de la scène, et je trouve que dans ton film, on retrouve quand même dans des conversations qui dérapent, qui s'éternisent, dans peut-être la confrontation un moment Lindon-Rushdie, où il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire de quelque chose que tu laisses faire. Alors j'imagine que c'est bien évidemment écrit et dirigé, mais... Oui, mais c'est vrai que c'est bon, je ne devrais pas parler d'Ocean, parce qu'après quand on les voit, on se dit ah ouais d'accord, c'est vraiment en dessous. Non, mais c'est vrai. C'est pour aider à mieux lire aussi. C'est vrai, non mais c'est vrai, c'est des films qui donnent confiance. C'est pas pour dire mais vraiment, j'assume d'être vraiment dans l'ombre de... Mais disons que c'est des films, c'est vrai que certaines séquences, elles donnent confiance. Elles donnent confiance quand on fait de la mise en... Parce que c'est vrai, quand on commence à faire des films, on a envie de choses qu'on a vues dans certains films, on se dit ah, je rêve de ça. Et puis le rapport au réel de la mise en scène et du plateau, on réduit vite les ambitions en se disant bon, mais ça, c'est hors de portée, j'y arriverai jamais, quoi. Et puis bon, on s'obstine un peu, on se dit bon, bah, peut-être que on va quand même continuer. Mais c'est vrai qu'il donne... Ocean, c'est vraiment... à la fois un immense cinéaste, un grand maître, et c'est quelqu'un qui donne des autorisations. Mais il se permet cette patience-là dans le plan, il se permet ce rapport à la temporalité à la fois longue, mais c'est pas la question de la longueur, c'est plutôt la question du présent, c'est-à-dire la question de ce qui se passe à l'image et connecté avec mon temps, le temps dans lequel je suis en train de regarder moi ce qui se passe. Et ça produit, je trouve, c'est très sensuel. Et c'est surtout aussi que quand les séquences commencent chez Ocean, on ne sait jamais quand est-ce qu'elles vont se terminer. Et surtout, la fin de la séquence sera totalement métamorphosée. Il se sera passé des choses qu'on n'avait pas imaginées au début du plan. Et ça,
moi, ça me donne une impression, je sais pas, ça me transporte parce que voilà, j'ai l'impression d'assister en vrai à quelque chose, quoi. Peut-être qu'il y a un rapport au théâtre aussi, quelque chose de la performance qui se fait comme ça, et qui s'invente sous nos yeux et qui d'un coup prend, à l'occasion d'une bagarre ou d'un objet qui tombe dans une table de jeu et qui va tout casser, déstabilise à la fois le plan, les personnages, les acteurs, et qui est voilà. Mais alors toi quand tu filmes, donc tout est vrai, tu laisses de la place à l'imprévu, ou tout est vraiment orchestré, tu sais exactement ce que tu veux? Ça dépend des scènes, mais disons qu'il faudrait, mais certaines scènes sont très écrites dans les dialogues, et d'autres elles sont c'est plus, on va dire, des mises en situation que de la mise en scène en disant tu vas aller là, tu te tournes, et puis tu vas vite à la porte d'entrée, tu cries, tu sautes, tu reviens, c'est pas ça. C'est plutôt voilà, les situations, mais ça dépend des scènes. Les comités de rédaction, par exemple, Dorothée et Yann Joël, peut-être qu'on pourra en parler, puisqu'ils étaient dedans. C'est des comités qui sont à la fois très préparés par les actrices et les acteurs, en amont. Alors précise, parce que c'est le comité de rédaction de Libération, mais où tu mêles des professionnels et des vrais journalistes. Non, il n'y a que des comédiens. Il n'y a que des acteurs. Il y a des journalistes autour de la table qui ne siègent pas, qui sont pas figurants, mais silhouettes, ou voilà, mais qui sont pas. Il n'y a que Marie Otal qui est journaliste et qui joue un peu dedans. Mais c'est parce qu'elle était corse, donc elle a eu un passe droit. Mais sinon, c'est que Julie Moulier, Antoine Oppenheim, Dorothée Sebag, Pio Martin, c'est que des actrices et des acteurs. Donc il y a beaucoup de Julie Allione qui vient d'arriver, le casting des films. C'est beaucoup de préparation. Et c'est un cinéma, c'est un film où, est très bavard. C'est-à-dire où l'action passe quand même par les mots. Moi, contrairement à vous, Océane, je n'ai pas le souvenir que ce soit un cinéma aussi. Non, c'est vrai. Et le tien est un cinéma qui est très. Où je ne sais pas si l'action passe par les mots, mais l'intrigue avance avec les discussions, les dialogues. Celui-là, en tout cas. Non, Océane, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que ce soit. Non, je crois pas. Non. Mais celui-ci, oui, mais c'est parce que, oui, il y avait la confrontation des récits, ou la superposition des récits, que ce soit le récit de Stéphane, le journaliste, que ce soit Hubert, le récit de Jacques Billard que joue Vincent Lindon, le récit de la procureure de la République. C'est la superposition des récits qui fait que tout d'un coup, l'affaire se dévoile, se dessine, se démaquille. Mais c'est ce récit-là, et ça tient aussi au fait que les deux personnages principaux, Hubert et Stéphane, sont très bavards. Sont très bavards parce qu'ils ont le goût de la parole. Emmanuel est là, qui a inspiré. Mais ils ont le goût de la parole, ils ont le goût du récit, le goût de l'envie de dire en pensant, en réfléchissant. Et c'est aussi, comme le personnage principal est journaliste, ça passe par ça. Et c'est ce que je dis. Je l'ai montré quelques fois à l'étranger, le film. Je l'ai montré il y a 2 jours à Bucarest, en Roumanie. Et j'étais vraiment désolé, je disais aux spectateurs, je suis vraiment navré du temps que vous avez passé à lire les sous-titres. Je suis vraiment. Voilà, mais ne lisez pas tout, c'est pas grave, c'est pas un film sur l'information, c'est un film dans lequel des personnages, c'est l'information et leur pratique et leur métier. Mais c'est pas grave si tout n'est pas. C'est là aussi où je disais que les points dramaturgiques sont pas. Voilà, il n'y a pas une information tout d'un coup qu'on va louper et qui va nous faire que. Voilà, mais mais bon, ça construit aussi quelque chose de la parole. Elle est performative, elle a une incidence sur le réel aussi. Le lanceur d'alerte, oui, en effet, il a une incidence sur le réel. Je fais un petit rappel. Il y a beaucoup de personnes de l'équipe du film, mais il y a peut-être des personnes qui n'ont pas vu le film. Vous voulez venir vous asseoir? Alors, il y a une place, donc voilà. Et
Donc, non, mais c'est un film qui est adapté d'un ouvrage, d'accord, qui s'appelle d'un ouvrage L'Infiltré, d'un ouvrage écrit d'Emmanuel par Forsten et d'Hubert Avoine. Ouais. Voilà. Alors, adapté, c'est pas... Adapté, disons que le point... Puisque dans le film... Raconte-nous déjà, alors à la base, ça devait déjà pas être un film. Ça devait être une mini-série. Ça devait être une mini-série pour Canal, Ouais. d'accord. Raconte-nous peut-être déjà comment tu rencontres et cet ouvrage et le début du projet. Alors, je vais essayer d'aller vite parce que c'est... Mais disons que c'est la proposition d'un producteur de télévision, de Capadrama, qui fait des séries, qui avait vu mon film précédent, Une vie violente, et qui m'avait appelé en me disant, voilà, j'ai les droits d'un livre qui s'appelle L'Infiltré, qui a été écrit à 4 mains, mais à la première personne, par Emmanuel Forsten et Hubert Avoine. J'aimerais en faire une mini-série pour Canal+. J'aimerais beaucoup que ce soit vous qui le fassiez, lisez-le, tout ça. Voilà. Bon, après, je me suis rendu compte que j'étais la 3e personne avec qui je le proposais, mais c'était flatteur au départ. Je me suis dit, voilà. Mais alors, je dis, moi, c'est un peu éloigné de mes territoires qui sont de mon territoire de travail et d'observation qui est la Corse. Donc, a priori, non, mais ça m'intéresse de le lire. Je l'ai lu. Et ça raconte effectivement c'est quoi le chapeau de la trappe du chapeau Guzman au scandale français des stupes. Voilà. Donc ça dessine à travers le parcours d'Hubert Avoine qui a été infiltré pour l'office des stupes à l'intérieur de cartels de narcotrafiquants mexicains, et aussi qui a travaillé longtemps pour l'Office central de répression du trafic de stupéfiants, et d'où il a assisté à quelque chose voilà, il a une dérive et à des choses complètement anormales, ce dont il témoigne dans le livre. Ce dont il témoigne parce qu'ils se sont un peu lâchés c'est le début du film. Oui. Ils se sont un peu lâchés par sa hiérarchie. Oui. Et ils décident de s'en ouvrir à un journaliste d'un grand quotidien, Libération en l'occurrence. Alors son projet, Emmanuel en parlera, mais le projet d'Hubert, il a plusieurs couches, on va dire, mais il est l'idée de dire, voilà, j'ai été à mon corps défendant utilisé à des fins malhonnêtes, donc je veux le dire, mais aussi il y a certainement l'idée de prendre sa revanche sur la hiérarchie policière, et plus particulièrement un policier qui l'aurait à la fois instrumentalisé puis lâché complètement. Donc avec lequel il a une relation fusionnelle, d'amitié. Oui, exactement, amoureuse, quasiment amoureuse. Voilà, donc il y avait je pense qu'il y avait ce double, triple projet. Mais avant tout, c'est de pouvoir témoigner dans les pages de Libération, dans les pages police-justice. Il ne s'agit pas de parler de lui, tout ça. Et au fur et à mesure, voilà, son projet va se transformer un petit peu. Mais donc, pour finir sur le truc, c'est que moi, j'ai lu le livre, ça me plaisait bien, mais pas assez pour passer, voilà, vraiment, c'est long les films, passer 2 ans à écrire un film ou une série, voilà. Et donc, ce producteur, Claude Chély, m'a dit, ouais, mais rencontre quand même Hubert et Emmanuel, c'est ce que j'ai fait. Et je les ai rencontrés, et c'est vrai que c'est là que quelque chose, je me suis dit, j'aimais beaucoup ce qu'ils me racontaient, eux, de ce qu'ils avaient, de leur enquête, de là où ils en étaient déjà. C'était vraiment, ils étaient dedans, et de tout ce à quoi ils avaient assisté, ce qu'ils avaient découvert, et j'aimais beaucoup la relation que je sentais entre les deux, qui était une relation à la fois de travail, d'amitié, une relation aussi, il y avait une connexion entre eux sur l'effervescence, en fait. Ils étaient vraiment, je les trouvais tous les deux très animés et très habités par le sujet, et ça s'est fait comme ça. Je ne me suis pas dit en les rencontrant tous les deux, ah ça y est, on part, mais ça a commencé on a commencé à prendre des notes, et avec Jeanne connaissait, je ne vais pas parler pour toi, mais connaissait aussi Emmanuel. Ça s'est fait par étapes, et surtout c'était la générosité qu'ils ont eue de nous laisser les accompagner, de nous laisser leur poser toutes les questions qu'ils voulaient, de nous laisser les accompagner en Espagne, comme on le voit dans le film, sur la Costa del Sol, qui est un des épicentres du trafic international aujourd'hui. Voilà, c'était le fait de les rencontrer, c'était aussi la promesse de plonger dans
d'aller faire tout un voyage, un chemin, une expérience, je ne sais pas comment on dit, dans ce territoire qui est le trafic et la lutte contre le trafic et voilà. Jeanne, est-ce que tu es d'accord avec tout ce que dit Thierry? J'ai dit n'importe quoi tout à l'heure, je sais pas rien dire, mais non, je suis d'accord. Non, mais comment s'est passé le début de votre collaboration et voilà, la découverte de cet ouvrage, la rencontre avec Hubert? Eh bien oui, donc moi, comme disait Thierry, je connaissais déjà Emmanuel Fansten depuis très 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 longtemps, par d'autres biais. Depuis le lycée, je crois. Depuis le lycée, depuis même le collège, je crois. Parce qu'on a grandi dans ce petit microcosme parisien bourgeois. Et du coup, on a fréquenté les mêmes établissements. Et voilà, donc on se connaissait de loin, je connaissais Voilà, on avait plein d'amis en commun. Et donc quand j'ai rencontré Thierry au début sur le projet de série, et ensuite il m'a dit que c'était avec Manu, donc tout m'intéressait parce que moi j'avais vu le film de Thierry et je trouvais ça drôle de recroiser Manu comme ça. Et en effet, on a passé du temps à parler avec Emmanuel et Hubert et à les regarder se parler entre eux, surtout en fait à les écouter. Ouais. On était un peu au spectacle parce qu'il connaissait beaucoup plus de. Enfin, Thierry, il a plus. Quand je suis arrivée, il avait déjà beaucoup plus. Il les avait plus fréquentés, mais moi, je comprenais quand même pas grand-chose à ce qui se racontait parce qu'ils étaient hyper informés. En effet hyper habités, et du coup il y avait tout un temps où je comprenais quand même pas les discussions qu'ils avaient ou pas les tenants et les aboutissants, et on avait vraiment l'impression de voir un spectacle, et c'est ce spectacle-là et ces espèces de... En plus ils étaient à la fois d'accord sur quasiment tout et en même temps toujours en train d'être en désaccord sur des points de détail qui étaient importants en fait, qui n'étaient pas... Parce que même s'ils étaient d'accord sur les présupposés, il n'y avait pas de détails à laisser sur le côté, donc nous on les voyait aussi tout le temps en train d'essayer de se convaincre. Et cette espèce de force de conviction qu'ils avaient, c'était aussi ce qui nous intéressait, je pense. Ils ne parlaient pas du même endroit, tout simplement. Non. Il y en a un qui était journaliste et l'autre qui était... Il faudrait demander à Emmanuel. Voilà, mais c'est exactement ça. C'était vraiment c'était aussi le spectacle de cette enquête qui s'inventait. C'est bien d'avoir autant d'intervenants. Bonjour. Merci. Voilà, c'est exactement ça. En fait, on ne parlait pas du tout du même endroit et on n'avait pas la même dynamique de réflexion et on n'avait pas le même objectif et on n'avait pas le même timing non plus. Parce que c'est vrai qu'il y a un timing judiciaire, puisque en fait, Hubert Avoine, le lanceur d'alerte, avant de venir me voir, il écrit d'abord, en fait, ce je crois qu'il dit au début du film, au procureur de Paris pour dénoncer les faits qu'il a constatés, qu'il a vécu, qu'il a subi. C'est pas exactement un infiltré, parce que dans la police, un infiltré, normalement, c'est un statut très particulier, c'est des policiers précisément, ou des gendarmes, ou des douaniers. Et lui n'est aucun de ça, enfin, n'a aucun de ces statuts. D'ailleurs, ce qui m'a intéressé, c'est quelqu'un qui vient en fait de la société civile, d'une certaine manière, c'est un type un peu lambda, et qui est un informateur. Pas une vie lambda, quand même. Pas du tout une vie lambda, oui. Mais qui au départ a une vie à peu près lambda. Enfin, je raconte dans le bouquin où lui parle, je raconte que c'est en fait, il était avec une Espagnole en couple et il est parti avec ses enfants. Et c'est pour récupérer ses enfants qu'elle avait embarqués en Espagne qu'il a commencé à vendre ses services, en fait, d'abord à la police espagnole, puis à Nice, puis à Paris, puis de fil en aiguille, qu'il est rentré comme ça d'abord dans les cartels, puis qu'il a fait un tas de missions où il a découvert des méthodes totalement hallucinantes. Et donc c'est un informateur, pas un infiltré, mais c'est un informateur infiltré, c'est là où il y a un problème. C'est-à-dire que la police, pour justement des raisons de fluidité et pour être plus opérationnelle et plus flexible, on va dire, sous-traite. Et donc, il lui a proposé de faire un certain nombre de missions. Et donc, il a d'abord écrit au procureur de la République de Paris, et puis, quelques mois après, il est venu me voir pour me raconter son histoire. Voilà. Et ça a d'abord été une enquête dans l'IB. Je ne me contentais pas, d'ailleurs, de restituer sa parole, parce que je ne le pouvais pas, évidemment. Il a fallu vérifier un certain nombre d'éléments. Le fait qu'il avait justement été informateur, par exemple, le fait qu'il avait plein de choses à montrer, en réalité, des textos, notamment des dizaines et des centaines de textos avec le flic, avec François Thierry. Il avait des mails, il avait des billets d'avion, il avait des photos, voilà. Et puis avec des sources, après, dans la sphère judiciaire et policière, on pouvait un peu recouper un certain nombre d'informations qu'il me donnait, parce que quand on entendait parler, parce qu'on, je crois, on perçoit un peu dans le film, un type assez fantasque et un peu mytho. Enfin, c'est ce qu'on se dit au départ, c'est pas possible. On a ce doute, c'est ce doute qui nous traverse, qui nous accompagne pendant tout le film. C'est-à-dire que, est-ce qu'on sait...
moi, c'est ce que je trouve assez passionnant dans le film, c'est chaque personnage a ses raisons et a son point de vue, mais nous, on varie aussi. C'est-à-dire que le spectateur varie en permanence, c'est-à-dire interroge la crédibilité d'un personnage, je pense que c'était un axe fort quand même du film. Oui, c'était à la fois l'axe politique et l'axe de cinéma, c'était la question du doute en permanence, du doute dans lequel on est sur ce qu'on nous donne à voir et sur ce qu'on nous donne à entendre et sur les personnes qui nous donnent à entendre les choses. Moi, ça me touche toujours autant d'avoir d'être contredit dans mes préjugés sur quelqu'un. Et c'est ce que donne Hubert, c'est-à-dire tout d'un coup il dit quelque chose et puis je dis non, c'est pas ce que dit Emmanuel, c'est qu'il a tout de quelqu'un qui est ou fantasque ou mytho ou qui a des projets un peu ambigus, puis tout d'un coup au détour d'une phrase ou d'un moment on dit mais non, mais en fait pas du tout. Et voilà, donc il y a cette question du doute, de la foi et de la conviction. Et le doute, il est très fort sur les personnages, enfin surtout sur Hubert, mais aussi sur l'ensemble des récits qui sont portés, y compris par les voix les plus indiscutables, les plus a priori sérieuses, que sont celles de la procureure de la République, du commissaire divisionnaire, même si on l'a bien démonté tout au long du film. Mais ça c'est assez déstabilisant quand même pour le spectateur, d'être baladé. Toi, tu avais conscience de ça, l'inconfort que ça peut représenter pour le spectateur qui cherche à se raccrocher à un personnage dans lequel il puisse se projeter, ou une vérité, un point d'appui. Et c'est vrai que le film, jusqu'à la fin de la scène du tribunal, où le personnage envers lequel qui a été un peu saboté pendant tout le film, qui veut parler sans un nom. Je l'ai pas vu, hein, donc dites pas. Ah pardon. C'est pas un film à résolution, il y a D'accord. À la fin, on n'en sait pas plus. On sait plus que moi. C'est lui qui l'a tué. Mais il n'y a pas... Personne n'est tué d'ailleurs. Mais dites pas. Non mais là, elle va pas raconter le... Non mais oui, parce que c'est la question de la vérité, elle n'est pas, c'est ce qu'on s'est dit, mais d'ailleurs c'est les grandes discussions qu'on avait avec Jeanne et Emmanuel, c'est-à-dire que la question de la réalité, du réel et de la vérité, elles rentrent en tension, mais elles sont pas, elles vont pas être, comment dire, elles vont pas sanctionner le scénario, alors que c'est vrai que les enjeux pour Emmanuel, si tout d'un coup sa source, Hubert en l'occurrence, est avérée fausse ou un peu ayant pris des libertés avec la réalité, pour lui c'est un autre, il y a d'autres enjeux, c'est pas le même danger. Alors que nous, ce qui nous intéressait, c'était ces variations-là, ces variations de perception, sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est crédible, qu'est-ce qui n'est pas. Moi, c'est des questions qu'on se pose quand on écrit, quand on joue. Pour les actrices et les acteurs, c'est des questions, d'abord c'est les premières questions, est-ce que je suis crédible ou est-ce que je ne suis pas crédible, mais aussi, au-delà de ça, c'est pas forcément les questions les plus intéressantes, c'est est-ce que quelque chose de vrai, est-ce que je dis, est-ce que je donne à voir, à entendre, à sentir à un spectateur, quelque chose, et à mon partenaire, quelque chose de vrai, de réel. Et ça, peu importe si ce que je dis est totalement... faux, puisque si on est un personnage de fiction, par essence c'est faux. Et donc c'était intéressant de pouvoir rentrer dans cette histoire par le biais de l'interprétation et de la fiction. Et comme disait Jeanne, il y avait une dimension où on assistait aux choses, nous, au spectacle, à leurs relations qu'on sentait de l'un avec l'autre. Et puis surtout les nouvelles tombaient, puisqu'il y avait parce que c'est ça la particularité du film, c'est que l'histoire elle est récente, elle est non seulement le point de départ il n'est pas si vieux, mais en plus il y a des choses nouvelles tout le temps qui viennent nous surprendre, contredire les idées dans lesquelles on était, ou au contraire confirmer les choses. Voilà, c'était ça aussi l'enjeu, de faire rentrer dans le scénario et dans le film, même au moment du tournage, des nouvelles choses qui pouvaient se passer.
s'il y a des questions, n'hésitez pas, évidemment. Et il y a Lucie Gallo aussi, qui Ah, qui joue super. dans le film. Petit à petit, il y a toute la distribution. Oui, je dirais que le film était rempli de petites touches et petits détails qui lui donnent une espèce de vitalité particulière. Je pense notamment à ce moment où vous faites à manger à Roche Dizem des bonbons Haribo. Et je voulais savoir, est-ce que c'est une manière un petit peu de mettre un coup à la virilité supposée de ce milieu, de l'humaniser, je sais pas, pourquoi des Haribo? Une question essentielle, je vois que vous avez bien. Et c'est pas n'importe quel bonbon parce que c'est des crocodiles. Ah mince, non, Des c'est crocodiles pas de bien. couleur. Ah oui, c'est encore un spoil, pardon. Non mais ça va, j'ai plus dans mon sac, ça va aller. Et alors, c'est vrai que ça fait partie de Hubert, il y a trois petits crocodiles, mais alors ce qu'on sent pas qu'on peut pas voir, c'est que c'est des crocodiles séchés. Parce que les crocodiles Haribo sont bien meilleurs quand ils ont été un peu éventés pendant 24 heures, il faut les manger tout de suite. Ils sont un peu, voilà. Ça sent le vécu. Non, mais c'était C'est le un reste apport. de Saint-Martin. C'est un apport de. C'est le reste des scènes C'est- Alors oui, coupées. voilà. Bon, ça c'est non mais c'est un apport de Roche Dizem, ça sur le personnage et son goût des crocodiles Haribo. Mais c'est surtout qu'il y avait une fameuse scène, une grande scène auquel on tenait beaucoup avec Jeanne, qui se passait à Saint-Domingue, où le personnage d'Hubert sauvait sauver un autre personnage qui était sur le point d'être dévoré par des crocodiles, jeté au crocodile par des trafiquants, et il le sauvait. C'est une scène qu'on n'a pas eu vraiment les moyens de faire. Et donc il reste ce petit... Et qui n'est pas dans les scènes coupées, il reste quand même ces trois petits crocodiles. Là, la scène coupée, il y a une scène de restaurant. Peut-être Oui. qu'il doit rester peut-être quelques Oui. crocodiles Haribo, peut-être sur la table. Ah, peut-être. Je Peut-être, suis pas Ouais, sûre. peut-être pas sûr. Justement. Non mais je peux poser une question quand même. Justement, est-ce que c'est pas plus compliqué de travailler sur un matériel journalistique parce qu'en tant que journaliste, justement, il y a ces nouvelles qui peuvent tomber et l'actualité peut justement être un paramètre à prendre en compte quand on parle d'une forme de réalité. Enfin, c'est aussi de la fiction, mais comment ça a impacté votre travail et est-ce que vous avez déjà fait sur un livre? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a deux paramètres. Déjà, faire sur un matériel de livre, c'est plus compliqué, je pense. Et ensuite, là, matériel journalistique. Ah, merci. Alors, le livre, encore une fois, je ne vais pas vous spoiler le film, mais c'est vrai que dans le film, ils vont écrire ce livre. Ok. Donc, mais c'est pas l'adaptation du livre au sens où... Ouais. Parce que le livre raconte vraiment c'est le parcours d'Hubert, de son début dans le syndicalisme, aux jeunesses communistes, et puis comment petit à petit il rencontre des gens et il se met à être infiltré. Mais c'était la promesse, une des choses très excitantes de ce projet-là, c'était de savoir qu'il y allait avoir, et Emmanuel est très enthousiaste sur les choses qui arrivent, donc on s'appelait régulièrement, et puis il y avait une qui sortait, elle me disait mais attends, tu vas voir dans 2 jours, attends. Et donc on était nous vraiment suspendus à ce qui allait se passer, et puis ce qui est très, bon je vais pas le spoiler, mais ce qui est très beau dans le film, c'est qu'à la fois il y a des choses qui arrivent et en même temps ça ne bouge pas comme ça devrait bouger, quoi. Et ça, c'était aussi un des sujets. Et c'était ça qui était très... Mais est-ce qu'il y a eu des changements peut-être dans le scénario, même dans les... Oui. Il y a eu des changements pendant le tournage. Parce que pendant le tournage, il y a eu un procès, qui est le procès en diffamation, c'est-à-dire le commissaire divisionnaire dont il est question a attaqué à la fois Libération, Emmanuel, l'éditorialiste que joue dans le film Julie Moulier. Et donc ce procès-là, il a eu lieu pendant le tournage. Et on a décidé, on y a été, on y a assisté avec Jeanne, et on a décidé de l'intégrer dans le film. Et donc c'était un élément dynamique, vraiment, c'était vraiment très bien, un peu angoissant pour les acteurs, parce que tout d'un coup ils se retrouvaient avec 30-40 pages de texte, et pas n'importe quel texte, un texte extrêmement technique, extrêmement précis à devoir restituer. Donc ça c'est le gros truc qu'il y a, voilà.
C'était important pour toi d'avoir ces comédiens qui avaient suffisamment de coffre justement pour porter ces personnages-là. Je pense à Vincent Lindon, Roger Gisèle et Pio Marmaille, parce qu'il y avait quand même de la densité. Oui. Toi, en amont, c'est-à-dire que tu as tout de suite pensé à ces comédiens-là ou comment est-ce que ça se Il faudra demander à Julie, à Lyon qui a fait toute la distribution, enfin, qu'on a fait ensemble. Mais il y avait, au tout départ, il y avait Vincent Lindon. Avant même que ce soit écrit, avant même dès les premières notes, Vincent Lindon était là. Et petit à petit, la troupe, parce qu'effectivement, il y a Valéria, Bruno Tedeschi, Roger Gisèle et Pio Marmaille qui sont des vedettes, mais il y a une troupe d'actrices et d'acteurs, et la cohérence de la constitution de cette troupe-là, elle est aussi importante. Enfin, elle est aussi importante. Voilà. Il se trouve qu'à l'intérieur, il y a des acteurs qui sont des têtes d'affiche. Et Vincent Lindon était pour ce rôle-là? Non, Vincent Lindon, il était pour le rôle qu'a joué finalement Roger Gisèle. Ah, d'accord. Voilà. Et puis finalement, je raconte des secrets de Ah oui, voilà, c'est pour ça. Non, finalement, alors il ne faudra pas le dire, quoi. Non, il devait effectivement jouer le rôle d'Hubert. Et puis je crois que j'ai fait peut-être une erreur. C'était que j'ai voulu naïvement, c'était la première fois que j'ai voulu les présenter l'un à l'autre. Je crois que c'était mon erreur. On a été déjeuner tous les trois. Parce qu'ils ne se connaissaient pas. Non, ils ne se connaissaient pas du tout. Et Hubert, c'est ça sa grande force, c'est ce que disait Emmanuel tout à l'heure. Hubert, c'est pas un infiltré de fiction américaine, quoi. C'est qu'il est vraiment, et c'est sa force d'ailleurs, c'est qu'il se fond dans le, voilà, il a même à peine je sais même pas s'il avait des doubles identités, rarement, une fois ou deux, mais c'était vraiment, lui, il tenait à dire qu'il gardait souvent son nom et qu'il était, mais il y avait son rapport à l'infiltration, il passait par de la discussion par une espèce de normalité, quoi, de normalité au sens là je suis normal, je te donne confiance, et voilà. Donc si on le rencontre, et je pense que c'était possible peut-être le cas de Vincent Lindon, dans l'idée de rencontrer quelqu'un d'extrêmement tout de suite spectaculaire et qui correspond à l'idée qu'on se fait d'un infiltré qui a mangé avec le fils du Chiro Guzman, on peut être un peu déçu. Mais moi c'est ce que je trouve très beau, cette déception. Mais peut-être que Vincent, ça l'a troublé, quoi. En tout cas, ça a un peu dynamité l'image qu'il avait qui s'était construit du personnage. Et voilà. Et je pense qu'il a voulu jouer un autre personnage du film. Mais ça, c'est aussi parce qu'on s'est rencontrés très en amont et ça arrive, quoi. C'est que je pense qu'il l'avait joué. On a parlé beaucoup du rôle, on a lu des choses un an avant, et je pense que on l'a sans doute. Je vois qu'il y a des actrices et des acteurs là, on l'a expérimenté. Quand on s'y prend trop en amont, après, c'est comme si on avait déjà fait les choses et qu'on n'a plus. Voilà, et c'est joué, il faut passer. Voilà, moi je pensais que tu avais fait comme Hit de Michael Mann, de Niro et Pacino, tu avais inversé comme ça à la dernière minute. Non, tu t'étais dit tiens. Non, ça peut arriver. Ce qu'on fait au théâtre, on fait ça souvent. On prend une pièce, on lit, tout le monde lit tous les rôles, puis on tourne. Les rôles tournent jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose de vraiment très juste qui se trouve dans la distribution. Donc il y avait quelque chose d'un peu comme ça. Donc c'était assez juste qu'ils ne veulent plus jouer le rôle sur lequel il avait rêvé pendant un an, qu'il veuille autre chose. Mais finalement il est parti, il est revenu, Roger Gisèle est arrivé. Il y a eu un personnage qui a joué le policier, mais finalement il est parti aussi. Voilà, il y a eu tout un et c'est très beau, hein, c'est les histoires des films, hein, c'est comme ça. C'est l'histoire de ce film-là. Elle est voilà, sur la distribution comme ça. Elle a voilà, mais il n'y a pas que peut-être dire un mot sur le. Non, c'est pas. La question du casting, effectivement, elle est aussi liée au fait que, bien sûr, c'est des têtes d'affiche, mais c'est rien. Enfin, les gens ne sont pas des têtes d'affiche, c'est pas une fin en soi d'être une tête d'affiche. Par contre, la question de l'autorité, c'était important. Et l'autorité, c'est pas avoir de l'autorité, c'est faire autorité sûre, et aussi avoir un rapport un peu cohérent justement sur la possibilité d'abord de dire du texte et d'incarner ce texte-là. Et c'est aussi, ces gens-là sont des acteurs aussi, pas les acteurs, je parle justement d'Hubert Avoine
et de François Thierry, c'est aussi des acteurs dans la vie, c'est aussi des gens qui performent des positions sociales ou des fonctions en fait. Donc effectivement, il les incarne avec beaucoup d'autorité, et je dis le mot autorité avec le sens de faire autorité sur. Et effectivement, on s'est beaucoup posé la question dans la distribution à tous les endroits de l'autorité avec laquelle on prend la parole, on dit les choses, et on peut mâcher ce texte-là et faire autorité sur... Et puis convaincre surtout aussi. Convaincre. Le résultat, c'est convaincre. Ouais. C'est une vraie question qui a présidé à toutes les rencontres de casting. Effectivement, quel est le rapport d'autorité avec ce texte-là? Enfin, moi, ça m'a beaucoup obsédé cette question-là, en tout cas, de l'autorité. Et c'est vraiment pas un film de gens autoritaires, c'est pas ça la question. On a fait un film de maîtresse autoritaire. Mais par exemple, on a décalé plein de rôles qui étaient des rôles masculins dans la vraie vie qu'on a féminisés. Ouais, parce qu'il y a cette question-là aussi. C'est quand même un cinéma où il y a beaucoup d'hommes. Il y a des femmes qui sont plutôt des seconds rôles. Il y a Valéria, Bonnie. Mais c'est quand même plutôt un univers de, je sais pas si c'est de mecs. Il y a Julie Mollier, Marilyn Canto, Lucie Gallo qui est là. C'est ça qui supportent leurs hommes aussi, qui sont là. C'était aussi le postulat de départ, c'était qu'on collait à le trio Emmanuel, Hubert, François Thierry. Et donc il y avait cette chose-là. Après, on a dévié sur, effectivement, à l'époque, la procureure de la République, c'était un procureur de la République, c'est François Molins, mais c'était pas, c'est là où l'idée de la troupe est arrivée aussi, compléter cette chose de mimétisme par rapport aux vraies personnes, parce que, peut-être que c'est Vincent Lindon qui a tout dynamité, parce que c'est vrai que moi je pensais, j'avais l'impression, enfin je sais pas que j'avais l'impression, il y avait des vraies similitudes d'énergie et même physique entre Vincent Lindon et Hubert Avoine. Et à partir du moment où il a dit non, j'ai plus envie de jouer ça, du coup, ça a réouvert cette espèce de chose un peu puérile de vouloir que, un peu comme les films américains, que ça ressemble, et ça a peut-être redistribué un tout petit peu les principes, les modalités du casting. Mais au-delà de ça, c'est des acteurs, ce que disait Julie, c'est des acteurs, François Loriquet qui vient d'arriver, qui joue aussi dans le film, et Andrea Drus qui, voilà, Andrea Drus qui est François qui joue l'attaché de presse et l'éditeur d'Emmanuel de Stéphane et d'Hubert dans le film. C'est des acteurs très engagés, qui travaillent, et nous on s'y prend très en amont, on travaille beaucoup, longtemps, on fait des essais, on fait des tests, on part dans des retraites pour faire voilà, donc il faut des acteurs qui ont envie de ça et qui disent pas je suis désolé mais il faut que je sois, j'ai un défilé Vuitton, je vais pas pouvoir venir, voilà, et j'ai rien contre Vuitton et contre les défilés Vuitton, mais je veux dire que ça empêche quand même pas mal de choses, et voilà, Valéria, Pio Marmaille, comme je disais, Vincent Lindon, ils sont et puis, très présents. Puis la façon, encore une fois, que tu as de les cadrer, de laisser parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais pas de champ contre champ, pas de gros plan, des choses comme ça, ça cadre quand même très large, et on voit physiquement en plus. C'est comme dans la scène du tribunal ou dans d'autres scènes, mais on les voit physiquement évoluer. Je pense que ça doit être, peut-être les comédiens peut-être en parler, mais ça doit être quand même assez agréable pour un comédien de ne pas être bridé, quoi. Lucie. Voilà. Allez, viens, on va pas avoir suffisamment de place pour. C'est ça, mais Reste là. je suis pas bien, bon. Okay. Lucie était déjà venue pour À l'abordage de Guillaume Braque. Ouais. Voilà. Ouais. Tu reviens. Voilà. Bonjour. Tu joues la compagne de Pio Marmaille, du journaliste. Oui, effectivement. C'est vrai, je pourrais dire beaucoup de choses parce qu'il y a effectivement le cadre qui est loin, enfin plus ou moins, en tout cas il nous laisse, vraiment il y a une sorte d'endroit où il nous laisse beaucoup exister, et aussi par le fait que le fait qu'on travaille énormément en amont, en répétition aussi, avec beaucoup de dialogues sur... Enfin, je veux dire, on est très nourris. Moi, j'ai été très nourrie du rapport qu'on a eu. Et ce qui fait qu'en fait, le moment... En fait, il y a même un moment qui existe avant le action, qui d'ailleurs est pas tout le temps là. En fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se met en place
de façon très, comment dire, le jeu arrive de façon très libre en fait, parce qu'on en a suffisamment parlé, etc. Et qu'il y a quelque chose où en fait il pourrait laisser tourner longtemps que nous on est, Mais on c'est peut le se cas, déployer. d'ailleurs. Ah oui, oui, ouais. Qu'on peut se déployer vraiment longtemps et effectivement parfois on sait pas exactement, enfin on sait où est la caméra, mais c'est arrivé que des moments où on savait pas exactement où c'était. Et en même temps on se sent très entouré. Quelle est la consigne si Bah, on a. Ça dépend de la scène, ça dépend des scènes. Après, parfois, c'était très écrit aussi. Enfin, la scène du restaurant, c'est la scène du restaurant. Je savais pas. Oui, c'est ça. Ouais, Non, ouais. on va- Ouais, il y en a eu deux. Il y en a une qui a été coupée. Bah, c'est c'est celle-là, celle qui est coupée, ouais. Ah d'accord, tu parles de quel autre restaurant? Bah, c'est le restaurant chinois. Ah oui, Ah le ouais. restaurant chinois. Non, moi je parle du restaurant italien. Oui, de restaurant Ouais. italien. Parce qu'il y en a eu plusieurs. Restaurant italien, il est dans le coupé. film. Ouais. Donc la question c'était. Non, s'il y avait des consignes, s'il y avait, mais tu as Bah, répondu. Hein. Non, mais après peut-être que ça vient aussi en t'entendant parler aussi de mon expérience d'acteur, d'acteur qui s'est tellement ennuyé sur les tournages que vraiment, peut-être que je me dis, bon, bah, qui s'est tellement ennuyé, et me suis senti tellement, mais c'est mon expérience, peu responsabilisé sur des trucs que ils sont responsables de beaucoup de choses, quoi. Ils ont beaucoup de travail à faire. Comme travaux de seuls, enfin, le film leur est confié, c'est-à-dire je pense au comité de rédaction, mais aussi à nos restaurants, voilà, je leur confie énormément de choses. Et ils sont, voilà, c'est-à-dire que quand, j'ai l'impression, peut-être que quand on est acteur, on se sent bien si on est vraiment, ce que disait Julie, on a une autorité, qu'on est responsable de ce qui va se passer sur le plateau, dans l'instant, parce qu'on est, et qu'on a suffisamment travaillé, compris à la fois le cadre de mise en scène, ou le protocole de mise en scène, et les enjeux. Et donc, à partir de ce moment-là, les choses, elles se passent quasiment en vrai, quoi. À partir de ce moment-là, que ça tourne pas, c'est pas si grave. Oui, complètement. Voilà, on est en train de travailler, quoi. Ouais. Et... Oui, c'est comme si c'était un dialogue constant, et le moment où on tourne, en fait, c'est la continuité de ce dialogue-là, quoi. Qu'on a démarré et qui est tout le temps là, et en même temps qui n'est pas du tout quelque chose de trop prenant. Enfin, je veux dire, c'est juste une évidence, en fait. Et le tournage, enfin, pour moi, je l'ai senti comme je vais pas dire un détail, mais presque, quoi. Mais de façon géniale. Enfin, je veux dire, c'était exceptionnel, mais mais du coup, ça met un endroit de jeu aussi où on est à la fois responsable et à la fois dans quelque chose où il n'y a pas le poids de se dire oh là là, il faut que je réussisse ma scène, oh là là, il faut vraiment que. Les performances, quoi. Ouais, et en même temps, ça en est une. Mais en fait, elle est amenée d'une façon très spéciale, quoi. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis sur un détail, c'est important pour moi de dire bon, ben, à un moment donné, on fait un film, mais donc il faut bien le faire, et puis il faut bien le monter, mais c'est une étape de tout voilà, le chemin. C'est Claire Maton qui parle toujours du chemin qu'on fait à partir du moment où on décide de travailler sur ça ensemble. Voilà, et à un moment donné, dans ce chemin-là, ben, il y aura un film qu'il faut écrire, financer, parce que voilà, et arrêter le montage à un moment donné, mais bon, c'est aussi cette chose un peu théorique, ou cette croyance qu'il n'y a pas de début, pas de fin, quoi. Il y a un mouvement, quoi. Il y a quelque chose qui est, voilà, et qui donne peut-être l'idée quelque chose qui serait plus une méditation sur quelque chose sur un sujet que voilà, un film qui va mais c'est envie de raconter capter, un de capter sujet aussi, d'attraper un morceau, de vie, quoi. Oui. Et ouais. Je te propose qu'on passe un extrait. Donc c'est une scène coupée, la fameuse scène du restaurant italien. Voilà. Et on va essayer de faire un courant.
Ah oui, pardon, c'est le Le trafic de stupéfiants finance tout. Ça finance tout, ça finance les partis politiques, ça finance tout dans les quartiers, ça finance le trafic d'armes et ce qui s'ensuit, à savoir les cellules salafistes. Et tout ça, c'est parce qu'on veut éviter d'aller chercher le fond du problème pour avoir une paix sociale. L'État doit faire un travail qu'il ne fait pas. Pourquoi? Parce que voilà, on préfère que les cités restent comme ça et qu'on n'ait pas de problème, plutôt que d'aller fouiller sur un problème qui est extrêmement grave. Et on ne veut pas, tu vois bien le nombre de personnes qui aujourd'hui consomment de la cocaïne et il y a 10 ans, c'est plus du tout. Tu vas demander à n'importe quel gamin de 16 ans, il a fait la peine. Il y a 10 ans, quand même. Non. Toi, tu prenais de la drogue quand tu étais très jeune. Je demande à ma mère que j'ai commencé à faire. La mère n'est plus là. La mère n'est pas là. C'est la 32. Ils sont marrants. Moi je pense que les flics aujourd'hui, ils sont obligés de cacher des trucs, ils sont obligés de cacher ça. Je ne dis pas forcément. Mais alors on n'est pas d'accord. Mais c'est parce que tu ne comprends pas ce que je te dis. Et je te dis, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin, pourquoi? Parce qu'on n'a pas les moyens de la DEA. On peut pas mettre des flics à filtrer partout. Moi je te parle juste de retourner des mecs. Mais qui a retourné qui? Jacques, il a retourné quelqu'un? Qu'est-ce qu'il a fait à part faire participer au trafic? Il a retourné personne. Théoriquement. Non mais pas théoriquement. Il les a aidés dans leur trafic. Donc il a retourné personne. Il dit n'importe quoi là. Non, je dis pas n'importe quoi, il faut des tontons. Il faut pas tonton. Mais non mais retourner c'est pas ça. Retourner c'est ce que j'ai essayé moi avec le cartel de Sinaloa en retournant la banquière pour faire tomber le chapeau. Ça oui c'est retourner quelqu'un. J'ai fait geler ses comptes. Ça c'est retourner quelqu'un. Et tu comprends carrément on ne retourne pas. On l'aide, on l'enrichit. Tu comprends? Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la télé comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est facile. Oui, ça m'intéresse. Et Ricky, ça m'intéresse. L'animal, ça m'intéresse. Mais avec ces gens-là, on ne deal pas, monsieur. D'accord? On ne deal pas. Voilà, on n'en a pas besoin. En tout cas, moi, j'en ai pas besoin. Alors oui, ouais, ok, bien sûr. Faire tomber un ponton, voilà, tu évites la prison parce qu'il s'est fait choper avec 10 grammes et il te permet de taper un kill. D'accord? Mais sinon, il va te la mettre dans le cul. Et ouais, et sinon, tu fais le trafic. Ah oui, sinon, tu organises le trafic. Tu comprends? Et si tu veux, on peut aller un peu plus loin dans la discussion, parce qu'il s'agit de ça. Non? On peut parler de l'animal. Et je te dis, c'est des flingueurs, c'est des merdes, ces gens-là. Tu le connais? Non, je le Ah oui, moi je le connais, tu vois? Et je te dis, voilà, t'es une merde si tu fais pas ce qu'ils font. D'accord? Tu crois que t'es un grand parce que t'as un flingue et que tu fais fumer des gens? Tu crois que t'es un grand parce que tu dis que tu travailles à la chaux? T'es une merde. Comment? Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi t'as fait Mylène? Quel rapport? Quel rapport avec Mylène? Ce que j'entends, moi, c'est juste que. Ce que j'entends, c'est que t'es juste journaliste, donc toi, t'es en quête d'information, mais lui, il a des vraies choses de l'intérieur, c'est pour ça qu'il est en quête de vérité. C'est ça la différence entre toi et lui. Non, mais bien sûr, après, t'es juste journaliste. Et c'est pas vraiment un reproche. Quoi? Non, mais c'est ça, c'est juste. Tu peux pas comprendre ce qu'il a vécu. C'est normal qu'il cherche la vérité. Voilà, après, je dois parler pour toi, mais juste ce que je comprends, c'est que je peux pas comprendre. Non, on s'en fout de ce que j'ai vécu. C'est pas Mais non, évidemment que ma quête d'ailleurs, on en a parlé 15 fois en plus avec Hubert. Moi, après, moi, enfin, Hubert, il parle de où il parle, d'accord? Moi, je suis journaliste, je suis un simple journaliste. Ouais, on peut se parler cash comme ça avec Hubert parce qu'on se connaît bien, parce que c'est apprécié. On n'aurait pas bossé ensemble si on n'était pas d'accord sur le fond des choses, d'accord? Après, moi, ma quête, c'est aussi la vérité. Et je suis d'accord avec toi, Hubert, il a vécu le truc. Il a été confronté au truc directement. Et moi, tu veux, si par exemple aujourd'hui, je devais réécrire un bouquin, à un temps, forcément, j'intégrerai des mecs avec qui je suis pas forcément d'accord, comme l'animal. Mais je te dis cash, je te le dis cash. Parce que pour moi, il incarne un morceau de la vérité. Mais pour moi, tu vois, en quoi il constitue la vérité? Il n'y a pas plus de vérité. Hein. Il y a la vérité d'Hubert, là, qu'on essaie un petit peu de développer, c'est tout. Elle a raison, Mylène. Il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'une stricte vérité. Et c'est pas parce que je l'ai vécu. Je te le dis, on s'en fout de ce que j'ai vécu, finalement. Mais il y a une stricte vérité. Qui va pas dans ton sens, ça t'intéresse pas. Non, faux, archi faux. Tu peux pas dire ça. Non. Excuse-moi. Non, c'est faux. Tu peux pas dire quelque chose pareil. Je rejoins tout à fait ce que dit Mylène. Il y a des trucs qui vont. Et tu mets des points d'exclamation sur ce que tu as consenti. Aucun problème pour un mec que j'ai tort. Non. Mais ça ne changera pas ce qui a existé et l'irrationalité de ce qui a existé. Et tu comprends? Et mon regard, il n'est pas seulement sur ce que j'ai vécu.
Mon regard, il est aussi social que politique. La différence entre toi et moi, Hubert, elle est très simple. Moi, je pense contre moi-même. D'accord? C'est peut-être une grande phrase, je sais ce que tu vas dire, mais pour moi, ça, c'est ma chose. Je comprends pas ce que ça veut dire. Bah, je vais t'expliquer. Le doute dans l'approche des choses, pour moi, c'est ça. D'accord? Penser contre soi-même. J'ai des idées, j'ai des convictions, mais j'essaie juste de les mettre en place. Je dis pas que tu le fais pas, Hubert, c'est tout. Mais au fond, on est d'accord, on est d'accord, toi et moi. On est d'accord ou pas? Après, il peut parler comme ça, il a cette liberté-là, parce qu'il a vécu les trucs, c'est normal. Et moi, je suis journaliste, effectivement, je par déontologie. Parce que tu veux. Allez, on change de... Ouais, change de position. J'imagine que vous avez fait des trucs qui... Hubert, Qu'est-ce que vous faites ce soir-là? Non, quelqu'un. Ouais. Et tu payes pas, hein? Oh. Non, attends. Arrête. C'est moi qui paye, non, monsieur. Alors, on va encore, voilà, parler 5 minutes, puis on passera à la dédicace. J'ai l'impression qu'il fait un peu chaud. Ouais, c'est chaud. Ouais. Qui m'accorde. Alors, oui, non, alors cette scène, pourquoi elle est mais c'est marrant parce qu'en la revoyant, on dit, mais elle est presque ultra didactique, quoi, parce qu'elle résume beaucoup de choses. Ouais, elle est hyper didactique quand on la prend comme ça, mais en fait, elle est hyper didactique. Elle raconte beaucoup de choses de ce qui est le cœur du film, de ce qu'on sent du film. Mais c'est pas tellement ce qui est dit qui est important que leur relation qui se délite, parce que c'est la fin de leur histoire. J'aime bien que ça se passe en groupe, c'est exactement ce que dit Jeanne tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont exactement d'accord, mais en fait ils vont utiliser un point de détail pour... voilà. Et ça me touche beaucoup parce que c'est des choses d'amitié en fait. Peu importe, on parle de trafic, pas de trafic, c'est pas ce qui est dit sur le trafic qui est important là. Ce qui est important, c'est de voir deux personnes qui se disent des choses injustes, enfin je sens quoi, et qui exclut tout le monde. Combien de fois on s'est retrouvé dans cette situation, tout d'un coup, on dit bon, ça n'a rien à voir avec moi, ni avec ce qu'ils disent, il y a autre chose qui se joue. Et c'est ça qui me. Voilà, c'est plus une scène d'amitié un peu. De blessure, voilà, et avec des choses qui sont. Voilà, ce que dit Emmanuel quand on dit moi je pense contre moi-même, qui est une chose un peu très, je trouve très juste, très belle et très que tu dis souvent. C'est Sartre. C'est Sartre. C'est pareil. Et en même temps, qui est un peu voilà, qui est presque un petit, il y a un peu de surplomb intellectuel vis-à-vis d'Hubert, qui ressent, voilà, qui finit lui par régler la question en réglant l'addition pour tout le monde. Et voilà, ça me touche beaucoup. Mais effectivement, c'est pas tellement les informations, ils en ont parlé. Puis surtout, c'est une scène normalement qui arrive dans un truc où ça doit fatiguer, parce qu'on les a entendus parler 1000 fois. Ce qui fatigue tout le monde, diront allez, on va pas recommencer le truc. Mais c'était ça qui est beau, c'est-à-dire d'aller jusqu'à un espèce d'épuisement, d'épuisement, d'une obsession qui, à un moment donné, il faut vraiment passer à autre chose. Mais on n'a pas, parce que le film parle aussi tout le rapport, tout le champ journalistique aussi, tout ce qui se passe au niveau du champ journalistique, du champ judiciaire. On pourrait avoir vraiment une lecture aussi très sociologique et passionnante, parce que le film a cette ambition d'un journaliste qui découvre cette affaire, et puis comment on le retrouve à la fin du film, comment ça l'a changé, comment il a changé aussi socialement. Pareil pour le trip, le film a vraiment cette richesse-là, et bon, voilà, ça pourrait encore faire l'objet d'une discussion plus longue. Je veux juste... alors j'ai fait choisir à Thierry quelques DVD qu'on a mis sur la table, donc qui sont en lien ou pas avec le film. J'en ai juste choisi 3, j'aimerais que tu nous dises quelques mots très courts. Sur The Chase. La poursuite impitoyable d'Arthur Penn, Brando, Robert Redford, Jane Fonda. C'est un film que j'aime, enfin c'est que des films que j'aime énormément, que j'ai vu plusieurs fois, et celui-là je l'aime beaucoup. C'est l'histoire d'une petite, vous l'avez peut-être vu, que ça se passe dans une petite ville dans les années 60, une petite ville du sud des États-Unis. C'est l'histoire d'un lynchage, mais en même temps qui est le portrait de la société américaine, à la fois hyper de ce sud américain super raciste, en même temps super décadent et
dégénéré, et en même temps... Brando qui joue le marshal, le shérif. Brando, ouais, mais c'est un des premiers... Qui se fait à un moment donné, il y a une scène qui se fait défigurer, qui se fait casser la gueule. Lâcher, et je me souviens, c'est je crois une des scènes qui m'a enfant qui a dû me marquer, que j'avais vu ce film et je me rappelle de la scène de Brando qui se fait casser la gueule et pendant un temps mais vraiment très long. Non, mais c'est une scène. Qui est un truc et en même temps voilà, en même temps lui il est dans un truc un peu genre le sang sur lui, machin, un truc super érotisé. Je me souviens de cette scène qui était à la fois brûlante, dérangeante et troublante. Mais le film, voilà, un film qui est assez court, qui dure 2 heures, mais qui est à la fois très simple dans son intrigue et très profond, complexe. Et puis, on arrive à un climax de violence quand même qui est assez de la barbarie, quoi. Ouais, c'est vraiment un film sur le lynchage. Voilà. C'est un film que j'avais beaucoup vu au moment de l'écriture des Apaches. La vie privée d'un sénateur de Schatzberg. Ouais. Qui est un film aussi très, très politique et qui est très dans la lignée de certains films de Pakula, de Sidney Lumet, et voilà. Mais plus que les grands films, parce qu'on nous a souvent dit, celui-là, vous avez vu les films sur le journalisme, les hommes du président, les films de Pakula, Zodiac et tout, mais finalement pas tellement, mais celui-là, peut-être plus celui-ci. Qui est un film sur la corruption en fait. Et enfin, Show Me a Hero, ouais. David Simons. Show Me a Hero, donc qui est une mini-série de 6 épisodes qui raconte sur le logement social. Voilà, et qui raconte aussi l'ascension et la chute d'un jeune maire d'une petite ville de l'État de New York, en fait, une petite ville assez pauvre et c'est pareil, c'est aussi une série sur la corruption et sur la dégénérescence des systèmes politiques, à quel point le pouvoir politique se retrouve à la fois à se compromettre et à la fois complètement lié à des enjeux qui le dépassent complètement. Puis la question de la mixité sociale aussi, les quartiers de classe moyenne supérieure qui ne vont pas se mélanger aux quartiers populaires. Et c'est une série assez austère qui se passe que dans des conseils municipaux, il y a très peu d'action, c'est des séries de David Simon comme la dernière qui est We Own the City, qui est en ce moment, voilà, et c'est vrai qu'en voyant ça, pareil, on s'est dit, je sais pas, on l'avait vu ensemble, dire oui, on peut faire ça, on peut se foutre complètement d'être vraiment concentré sur ce qu'on raconte, sur la parole, et ça enlève pas qu'on perçoit vraiment la richesse, la complexité des personnages, sans qu'on ait besoin de les avoir vus dans 120 000 scènes intimes ou quoi que ce soit. On est vraiment pour lui dans la pratique de la politique. Évidemment, le showrunner de The Wire, vous savez tout ça. Dernière question, les projets. Les projets, alors c'est l'adaptation. Ah oui, il faut pas le dire. Non, parce qu'on est dedans, c'est l'adaptation du. C'est projet cinéma ou théâtre? Non, cinéma, non, théâtre. C'est l'adaptation du dernier roman de Jérôme Ferrari qui s'appelle À son image, qui est en financement et en chantier. On va peut-être probablement tourner des petites choses à la fois cet été et cet hiver. Parce qu'on se parle en permanence du calendrier, de comment on peut, comment on ne peut pas, voilà. Et aussi une série un peu large qui est une anthologie de la criminalité organisée et des liens scélérats. On reste dans le. Oui, on reste dans des liens scélérats entre le pouvoir politique et le grand banditisme. De 1929 à 2022. Donc ce film n'est pas là par hasard non plus. Non, il y a au cœur de ça une certaine dégénérescence du corps de l'État, de certains représentants de l'État français. Ce DVD, il y a le DVD et le Blu-ray donc, que tu vas dédicacer près de la table. Voilà. Merci à tous et à tous. D'ici, près du bar, voilà, on reste ouvert encore pendant un petit moment.